Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis ravi, de pouvoir vous présenter cet ouvrage, donc qui est ici, Retour au village, et qui donc, oui, que comme vous l'avez indiqué, vient tout juste de paraître, il y a même pas une semaine, donc aux éditions, Cartala. Alors, juste quelques petites, précisions, préliminaires. Donc c'est un ouvrage donc que j'ai rédigé, donc ces 2 dernières années, mais qui fait suite en fait à un travail de recherche, très long, étant donné que c'est ma thèse en fait qui a été adaptée, enfin que j'ai réécrite et que j'ai adaptée, pour faire cet ouvrage. Concrètement, donc c'est un travail, que j'ai mené à partir de 2012, que j'ai achevé en 2017 et donc le temps de voilà, de rédiger et puis de faire paraître, nous sommes maintenant en 2020. Donc, l'ouvrage s'arrête en 2017, mais je vous donnerai également quelques liens qu'il y a entre la situation actuelle et notamment les dernières élections, qui datent d'il y a même pas un mois, c'était le 31 octobre, dernier, et ce que je peux dire, dans ce livre. Alors, de quoi est-ce qu'il est question donc en particulier dans Retour au village, jeunesse et pouvoir en Côte d'Ivoire? Eh bien, j'ai eu en fait une double perspective, qui était à la fois de traiter de la jeunesse comme catégorie sociale en Afrique rurale et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si évident, mais aussi de m'intéresser à un phénomène migratoire particulier qu'on appelle généralement le retour à la terre, mais que je désigne moi de retour au village, car comme nous le verrons également, il me semble que le terme est plus approprié. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc voilà, pour vous présenter, alors évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, l'ouvrage fait près de 300 pages, c'est pas en 40-45 minutes que je pourrais tout vous dire. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter donc le contexte, de l'ouvrage, donc la Côte d'Ivoire où j'ai travaillé et vous présenter en fait les principales conclusions qui sont les miennes, et qui me semblaient donc les quelques apports que j'ai pu avoir dans les littératures spécialisées à la fois sur la jeunesse, notamment sur les jeunes, enfin sur les jeunesses africaines, mais aussi donc l'apport que j'ai pu avoir sur les questions de migration et notamment donc sur les questions de migration de retour. Alors, pourquoi d'abord donc la Côte d'Ivoire? Eh bien, pour une raison assez simple, c'est que ce pays d'Afrique de l'Ouest, situé donc dans ce qu'on appelle le massif guinéen, donc qui est situé à l'ouest de l'Afrique, dans la zone francophone. Ce pays, donc la Côte d'Ivoire, en fait, présente une particularité rare. C'est l'un des seuls pays au monde où les flux migratoires des villes vers les campagnes, eh bien, sont supérieurs aux flux migratoires des campagnes vers les villes. Autrement dit, la Côte d'Ivoire ne connaît pas un exode rural, comme dans plein d'autres pays, mais il y a les villages, en fait, continuent de grossir et grossissent plus vite que les villes. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que les villes ivoiriennes ne grossissent plus, c'est loin d'être le cas, une ville comme Abidjan, grossit de jour en jour et des nouveaux quartiers apparaissent en permanence. Ça veut simplement dire que les villages grossissent plus vite encore et que donc il y a plus de flux migratoires dans ces directions-là que vers les villes. C'est un phénomène dont j'ai pris connaissance dès mes premières enquêtes de terrain à partir de 2012 et ce phénomène m'a évidemment intrigué en tant qu'anthropologue à l'époque, et je me suis aussi rendu compte d'autre chose, c'est que les gens qui constituent ce flux migratoire vers les villages, eh bien, sont des jeunes, voire même parfois des très jeunes. Et donc, c'était la particularité de cette migration, vers les villages et donc ces 2 aspects, voilà, que j'ai croisés, migration et jeunesse et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ces jeunes qui migraient donc vers leur village et je vais vous l'expliquer, vers leur village d'origine, eh bien, qu'est-ce qu'ils apportaient en termes de dynamisme politique et de dynamique économique dans ces villages? Pour vous donner juste quelques chiffres statistiques qui vont vous permettre de vous rendre compte de l'importance, du phénomène, on estime aujourd'hui que dans les villages, de la zone forestière ivoirienne et en particulier du pays BT, qui est la région que j'ai analysée en particulier, on estime que dans ces villages, eh bien, à peu près 3/4 de la population autochtone sont en fait des retournés, donc des gens qui ont fait cette migration. Vous comprenez donc que c'est, considérable, en termes de démographie villageoise. Qui plus est, 80 des villageois ont aujourd'hui moins de 40 ans. Ce qui donc, là encore, en termes de démographie, eh bien, marque, tout à fait cette situation et parmi ces 80 on a encore 90 qui en fait ont généralement entre 25 et 35 ans. Alors d'où il vient ce phénomène de retour à la terre en Côte d'Ivoire? Eh bien, il débute dans les années 70 avec quelque chose que j'imagine vous devez connaître, en tant qu'étudiant en relations internationales. C'est, ce qu'on a c'est ce enfin, ce sont plutôt ce qu'on a appelé les plans d'ajustement structurel.
Donc ces différentes réformes importées par les grandes organisations internationales et en particulier par la Banque mondiale et le FMI, qui ont été en fait une réponse à la crise économique, que vivaient, nombre de pays africains, et qui faisaient suite en fait au crash boursier. Ces plans d'ajustement structurel n'ont pas du tout porté leurs fruits, hein. Il y a de nombreuses analyses critiques sur cette question, je ne vais pas vous les dérouler ici. Mais donc ces plans n'ont pas du tout porté leurs fruits, en fait, ont même aggravé les situations et ont déstabilisé sur le très long terme les économies africaines. Au point que, de nombreux pays et notamment la Côte d'Ivoire donc ont dû, licencier une grande partie des salariés dans le secteur privé et pour ce qui est des fonctionnaires, donc du service public, eh bien, il y a eu des plans de compression, alors même que pourtant proportionnellement, il y avait déjà beaucoup moins de fonctionnaires en Afrique qu'il y en a dans les grands pays européens. Parmi ces gens donc qui ont perdu leur emploi, eh bien, l'originalité ivoirienne, c'est que certains d'entre eux ont décidé de quitter la ville pour revenir vers leur village d'origine. Et donc c'est ce premier corps de retournés, hein, eh bien, ce sont ces fonctionnaires qui ont perdu leur emploi. Cependant, en Côte d'Ivoire, eh bien, les conséquences, hein, de ces crises économiques sont plus longues et à partir de la fin des années 80 et du début des années 90, eh bien, il va y avoir de nouveaux profils qui émergent de migrants de retour et ce sont là les jeunes réellement et notamment les étudiants qui vont se rendre compte que dans ce contexte de crise économique, eh bien, leur étude ne leur apportera pas de travail et donc ils vont être beaucoup à se déscolariser, alors qu'ils avaient pour certains eu le bac, hein, ils étaient déjà en fac, et donc ils vont décider de se déscolariser et là encore donc de revenir vers leur village. À partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, on change encore de profil et on rajeunit encore le profil, parce que là, c'est même plus des étudiants forcément, c'est souvent des très jeunes, 16-18 ans, précaires, qui n'ont pas été jusqu'au bac, qui ont arrêté les études soit, à l'équivalent du brevet des collèges, soit à l'équivalent donc du niveau, CM2 en France et qui ont pratiqué ce qu'on appelle communément la débrouille en Côte d'Ivoire. Donc ce sont tous ces petits emplois, de rue souvent. Ce sont des gens qui vont aller vendre, des unités téléphoniques, qui vont, faire les cabines comme on dit, donc ils ont des téléphones avec lesquels vous pouvez appeler, vos contacts. Ce sont des gens qui vendent des marchandises dans la rue, très diverses. Ce sont des gens qui font les ramasseurs comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait ils vont trouver des clients pour les transports en commun. Donc toute une gamme, hein, comme ça de petits boulots, très précaires, hein, qui rapportent souvent à peine de quoi payer un logement et se nourrir, mais qui sont donc constitutifs aussi de la culture jeune urbaine et donc c'est tous les métiers dits de la débrouille. Et souvent donc ces jeunes qui pratiquent ces emplois, eh bien, se rendent compte aussi un jour qu'en fait ils vont rester là, que finalement ils ont peu d'opportunités, ils vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin et eux aussi donc ont commencé à songer à faire un retour à la terre et comme je disais donc à partir des années 2000, c'est ce contingent là de gens très jeunes, précaires qui reviennent vers les villages. Le dernier profil, je dois le contextualiser un peu plus, c'est un profil de gens qui vont migrer pour des raisons politiques. Alors, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a traversé une très grave crise, hein, politique qui débute en 1999 et qui s'achève en 2011, mais dont on vient d'avoir de nouveaux soubresauts cette année. Cette crise, elle est liée essentiellement dans le pays en fait à une division très marquée entre le nord et le sud de la Côte d'Ivoire. Le sud étant une vaste zone forestière qui vit de l'agriculture, de plantation, et donc essentiellement, le café, le cacao et l'EVA. Alors l'EVA pour ceux qui connaîtraient pas, donc c'est ce qui sert à faire du caoutchouc. Et donc cette zone est une zone relativement riche qu'attirent beaucoup de migrants de très longue date, hein, de migrants notamment du nord qui viennent travailler la terre dans ces régions-là. Le nord ivoirien, c'est plutôt une zone de savane, pardon, et zone de savane donc qui est, plus pauvre pour la terre, donc il y a moins de plantations possibles, et donc il y a moins aussi d'attractivité, pardon, de la zone et donc comme je le disais, les populations de ce nord ivoirien, à l'origine, elle est plutôt vers le sud ou dans les centres urbains pour trouver du travail. À partir des années 90, la Côte d'Ivoire en fait a eu un débat très important qu'on a appelé l'ivoirité, qui était un débat, ethno-national, et ce débat en fait a divisé les Ivoiriens du sud et du nord, sur des questions ethniques, hein, et sur des questions de citoyenneté concrètement et c'est ce débat-là qui en fait a précipité, la crise ivoirienne et en 99, il y a eu un premier coup d'État qui visait à contrer ces politiques d'ivoirité. En 2000, des élections ont été organisées. À l'époque, le vainqueur de ces élections s'appelle Laurent Gbagbo, j'imagine que certains d'entre vous, connaissez son nom, hein, parce qu'il a lui aussi fait l'actualité il n'y a pas si longtemps. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir dans un contexte particulier où en fait il n'avait presque pas d'opposants, à part le leader justement de la junte militaire qui avait fait le coup d'État. Mais en fait, le principal représentant du Nord ivoirien a été exclu de ces élections, n'a pas pu se présenter.
Et 2 ans après son élection, en 2002, eh bien justement, c'est ce leader qui s'appelle Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien, qui en fait a fomenté une rébellion armée, qui est partie du nord du pays, qui a essayé de faire un coup d'État qui n'a pas réussi parce que la France est intervenue avec le soutien de l'ONU. Et pendant 5 ans, entre 2002 et 2007, eh bien le pays s'est retrouvé coupé en 2, pile poil au milieu. Et donc il y a eu, au nord du pays, ce qu'on appelait une gouvernance rebelle, c'est-à-dire que tout le pays était sous le contrôle, hein, de la rébellion armée, et tout le sud de la Côte d'Ivoire était donc sous le contrôle du régime dit loyaliste, donc de Laurent Gbagbo. La situation s'est déliée en 2007 avec un accord de paix signé à Ouagadougou, la capitale, burkinabé. Mais suite à l'organisation d'élections inclusives en 2010, où enfin Alassane Ouattara a pu se présenter contre Laurent Gbagbo et contre un autre personnage qui s'appelle Henri Konan Bédié, qui était celui qui avait quitté le pays suite au coup d'État de 99. Eh bien, donc Alassane Ouattara, et Laurent Gbagbo ont été les 2 premiers au premier tour, se sont opposés au second tour. On est arrivé avec des résultats à peu près 50-50. La communauté internationale a reconnu la victoire d'Alassane Ouattara, ce que Laurent Gbagbo a refusé. Il a demandé un recomptage des voix, qui a été refusé donc par la commission électorale indépendante. Et à ce moment-là, donc pour prendre le pouvoir, Alassane Ouattara a reformé la rébellion armée, a conquis tout le pays avec le soutien international, et donc Laurent Gbagbo s'est fait arrêter puis transféré à l'Haye. C'est dans ce contexte de crise électorale de 2010-2011 qu'il y a eu de nouvelles migrations de retour, parce que énormément de jeunes qui vivaient à Abidjan et qui ont voulu fuir les combats en ville, eh bien ont là encore décidé de retourner au village, et eux aussi y ont trouvé leur compte et y sont restés par la suite. C'est pour ça que je vous ai aussi raconté cette histoire. Et ce qui est important aussi, c'est que nombreux de ces jeunes qui ont fait un retour au village, eh bien, ont aussi fui, parce que quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, ils ont eu peur de la répression du régime envers eux, parce que certains étaient des militants pro-Gbagbo. Et donc il y a aussi, voilà, c'est pour ça que je vous disais, des causes politiques, hein, de ces migrations de retour, de jeunes gens qui ont décidé de rentrer pour éviter de se faire arrêter, et à juste titre, hein, parce qu'il y a eu des arrestations massives, il y a eu beaucoup de gens qui ont fui vers les pays frontaliers, en particulier le Ghana, d'autres militants qui, quand ils avaient les moyens, qui ont fui en France. Mais effectivement, le régime, dans un premier temps, a eu une répression très sévère contre les militants de la nouvelle opposition. Et ça va expliquer aussi ce qui se passe aujourd'hui, j'y viendrai à la fin de la conférence. Alors maintenant que je vous ai présenté un peu ce contexte, hein, du retour à la terre, eh bien, je voudrais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui crée concrètement dans les villages, qu'est-ce qui se passe dans les villages et que font ces jeunes quand ils arrivent. Et c'est vraiment le cœur de mon ouvrage, hein, là, qui est là. Alors, je diviserai mon intervention en 2 parties. La première, en fait, c'est de vous expliquer les dynamiques politiques dont sont porteurs ces jeunes gens, et la deuxième, vous expliquer les dynamiques économiques dont ils sont porteurs. Alors, politiquement, il faut comprendre que ces jeunes, lorsqu'ils reviennent, ils ont un projet. Et ce projet, c'est d'accéder à la terre pour devenir agriculteur et donc tirer un bénéfice du travail de la terre. Cependant, ils se retrouvent en général en concurrence avec des étrangers qui sont installés de longue date sur le territoire et qui ont eu une alliance avec leurs propres parents, donc avec les parents des jeunes de retour à la terre. Ils reviennent dans leur village d'origine. Et leurs parents et les étrangers, en fait, leurs parents ont souvent alloué des terres aux étrangers, dans une relation qui a été désignée par un chercheur qui s'appelle Jean-Pierre Chauveau comme allant du tutorat. En fait, c'est-à-dire que les aînés autochtones deviennent des tuteurs des étrangers, et c'est une relation à long terme. En échange d'une terre, les étrangers, en fait, vont aider fréquemment ces tuteurs autochtones pour des tâches courantes, je sais pas, la réfection d'un toit de maison, ça peut être pour les aider au champ, mais vont aussi souvent leur reverser des petites sommes d'argent pour les aider, par exemple, s'il y a des funérailles, un mariage dans la famille, pour doter une femme, etc., etc. Donc en fait, concrètement, lorsque les jeunes reviennent au village, eh bien les terres ne sont pas disponibles parce que leurs parents les ont déjà allouées à des étrangers. À ce moment-là, les jeunes rentrent en concurrence à la fois avec leurs parents et à la fois avec ces étrangers. Et donc ils se mettent dans une position qui est difficile parce qu'ils vont donc s'exclure, hein, du jeu local, et ils vont être obligés à ce moment-là d'user parfois de la violence pour s'opposer, voilà, à ces étrangers, et plus fréquemment d'user de stratégies politiques à travers la formation d'associations de jeunesse villageoises qui revendiquent justement le droit d'accès à la terre. Alors c'est pour ça que j'ai nommé ce livre Retour au village, non pas Retour à la terre. C'est parce que justement, vu qu'ils n'ont pas accès à la terre, finalement, pour la grande majorité d'entre eux, c'est bien un retour au village, mais ils y restent dans ces villages, et c'est ce que je vais vous montrer un peu plus tard pour d'autres raisons. Alors, d'abord, ces dynamiques politiques, hein, donc de contestation.
il faut comprendre qu'elle se joue dans un contexte particulier, hein, qui est très différent de celui que vous connaissez en tant qu'Européen ou Américain, je ne sais pas d'où vous venez les uns et les autres. J'imagine qu'il y a des étudiants africains également parmi vous qui connaîtront mieux ce contexte-là, mais il s'ajoute dans un contexte où le régime politique local, et donc là je ne parle pas de l'État, hein, je parle de la politique villageoise, eh bien, elle repose sur quelque chose de très simple qu'on appelle le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, il structure complètement l'ensemble des rapports locaux. Ça veut dire que quand vous êtes jeune, eh bien, tant que la génération qui vous précède n'est pas décédée, vous resterez toujours dépendant, pardon, et vous aurez toujours des devoirs vis-à-vis de cette génération-là. Donc en fait, c'est seulement au décès de la génération qui vous précède qu'enfin vous devenez un adulte accompli, que vous prenez du pouvoir dans le village et que vous avez un mot à dire aussi donc, sur les générations qui vous succèdent maintenant. Ce régime politique particulier, hein, qu'on appelle un régime lignagé aussi en anthropologie, eh bien, il fait que ces jeunes, quand ils retournent au village, ils sont soumis à un ensemble de contraintes. Leurs parents peuvent leur demander d'aller au champ, par exemple, sans leur rétribuer leur travail. Ils peuvent leur demander de faire des courses fréquentes, les envoyer en ville pour acheter quelque chose. Ils peuvent aussi leur demander d'entretenir le village ou bien la cour. Ils peuvent leur demander d'organiser des cérémonies à leur place. En tout cas, voilà, tout un ensemble de devoirs, hein, qui sont dus. Et ces jeunes de retour, comme ils ont connu la ville avant ça, et comme ils ont eu des sociabilités urbaines, notamment des sociabilités militantes en ville, à travers le syndicalisme étudiant parfois, ou à travers l'engagement dans les partis politiques, eh bien, ils supportent très mal cet ensemble de contraintes qui définit leur existence quotidienne. Et donc, ils vont aussi se battre contre ça. Les moyens d'action sont divers, hein. Il y a des moyens d'action qui sont très explicites. Ça peut être par exemple, en fait, de tout simplement, dans des associations villageoises, eh bien, de critiquer les attitudes de leurs parents et de le faire ouvertement dans des réunions publiques. Mais ça peut aussi se faire de manière plus implicite et c'est souvent là où c'est le plus efficace. Et là, ils vont user de stratégies de contournement. Alors, pour vous en citer qu'une, parce qu'il y en a plein, mais pour en citer qu'une seule, l'une de ces stratégies, par exemple, c'est de refuser, en fait, l'aide financière de leurs parents pour doter leurs femmes. Alors pourquoi c'est une stratégie, en fait, qui vise à critiquer les aînés? Eh ben, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait, lorsqu'un oncle, en général, c'est l'oncle paternel qui donne l'argent de la dot à son neveu pour aller, voilà, pour reverser à la famille de la conjointe. Lorsqu'il fait ça, eh bien, le neveu, en même temps, se place dans une situation de subordination et donc devient redevable à son oncle paternel et à l'ensemble du lignage de cet oncle-là, devient redevable à vie parce qu'il aura doté sa femme. Et donc, par exemple, une des stratégies, c'est que ces jeunes-là vont se cotiser entre eux pour ensuite permettre à l'un d'entre eux de doter sa femme sans avoir à passer par un oncle. Et donc, comme ça, ils se détachent directement, eh bien, du pouvoir que cet oncle pourrait exercer sur eux. Il existe aussi des stratégies, autres, hein, notamment dans les funérailles ou dans d'autres contextes, et c'était juste pour vous donner un exemple comme ça un peu, voilà, un peu parlant. Au niveau, politique aussi, donc comme je vous disais, ils ont formé des associations de jeunesse villageoise et ces associations sont reconnues au niveau de la sous-préfecture, des mairies et parfois même, dans certaines, sous-préfectures, eh bien, il y a eu des fédérations d'associations, qui permettent d'avoir un discours au niveau de la région. Alors ces associations de jeunesse villageoise, elles ont un rôle, crucial, hein, aujourd'hui, parce qu'en fait, leur principale revendication, donc en dehors du fait que les jeunes aient accès à la terre, c'est que leur président à ces associations siège dans la chefferie villageoise. En fait, chaque village, hein, est dirigé par une chefferie et cette chefferie, elle est traditionnellement constituée du chef du village, du maître des terres et des chefs de famille, donc les aînés, en fait, de chacune des familles. Et l'une des revendications principales de ces jeunes, eh bien, c'est que leur président puisse siéger dans la chefferie et puisse les représenter dans les débats qui concernent l'ensemble du village. Ces débats, ils sont de plusieurs ordres, c'est notamment les débats qui portent sur le développement de la localité, la construction d'infrastructures, le développement de nouveaux commerces, l'organisation de cérémonies. Tout ça, c'est des choses qui sont gérées au niveau des chefferies et donc ils veulent que leur président ait un mot à dire sur ça en tant que jeune. Et l'autre action importante de ces associations, elle est au niveau politique, au niveau de la région, c'est qu'en fait, elles vont souvent soutenir des candidats par exemple, aux députations ou bien des candidats à la mairie dans la ville la plus proche et lorsqu'il y en a besoin, d'un chef de village
lorsqu'il y a un renouvellement de chef de village à la mort d'un chef, parce que les chefs de village sont élus à vie en pays BT, lorsqu'un chef de village décède, eh bien, ils vont aussi soutenir un candidat et donc ils ont une action très politique, voilà, qui va viser, pardon, à soutenir des candidats qui sont proches de leurs convictions et qui vont leur permettre aussi, en tant que jeunes, d'exister et d'exercer un droit de citoyenneté. À cet égard, l'une des principales conclusions de mon travail, eh bien, c'est de dire que, finalement, auparavant, il y avait un rapport d'aîné à cadet. Donc c'est ce rapport, hein, du droit d'aînesse, il y a des aînés qui décident et des cadets qui sont subordonnés et ce que j'essaye de démontrer, dans cet ouvrage Retour au village, c'est qu'en fait les cadets deviennent des jeunes, dans le sens de la jeunesse, définie en Europe comme étant une catégorie qui a aussi son mot à dire dans le jeu politique, qui a une culture qui lui est propre et qui peut donc revendiquer en son nom propre certaines, qui peut avoir des revendications en son nom. Et donc, je pense qu'à travers cette formation en association, qu'à travers donc ces contestations du droit d'aînesse, ce que font les jeunes au village, eh bien c'est ça, c'est qu'ils transforment leur catégorie classique de cadets villageois en une catégorie de jeunesse villageoise active dans le jeu politique. J'en passe donc à ma deuxième partie, où je sors donc de ces questions politiques, mais vous allez voir que c'est complètement lié. L'autre action de ces jeunes, elle est économique, mais en fait, vous allez le voir, en faisant de l'économie, ils font aussi du politique. C'est pas une grande nouvelle, en général, quand on fait de l'économie, on fait du politique. Alors, ce que font ces jeunes, donc comme je vous le disais, la plupart n'arrivent pas à accéder à la terre, mais ils ne repartent pas pour autant vers la ville, parce qu'en fait, ils vont très vite se rendre compte que le village est une opportunité en tant que tel. Comme je vous disais, la plupart, hein, ils avaient des petites activités, en ville, des activités de débrouille, mais en fait, en ville, on est dans des villes qui sont surpeuplées, hein, quand même, en Côte d'Ivoire et où en fait, bah, c'est quand même des populations qui sont précaires, qui ont été paupérisées pendant très longtemps et du coup, comme on le dit, hein, chacun, se bat pour défendre son bout de trottoir, en fait, à Abidjan et dans les grandes villes ivoiriennes comme Bouaké, ou Korogo, pour en citer, d'autres. Eh bien, au village, quand les jeunes installent une activité, en général, ils sont seuls à faire cette activité. Et l'absence de concurrence leur permet, eh bien, d'avoir tout le marché local et donc de réussir. Alors, qu'est-ce que c'est ces activités? Bah, ça peut être, par exemple, créer un atelier mécanique, vélo ou voiture. Ça peut être, faire une boutique de téléphonie, donc vendre des cartes SIM et des téléphones ou bien des protections, voilà. Ça peut être aussi, ça peut être aussi, d'ouvrir des petits commerces alimentaires. Mais aussi, d'ouvrir des maquis et pour celles et ceux qui ne le savent pas, un maquis en Afrique, partout en Afrique de l'Ouest, on appelle maquis, en fait, c'est des bars-restaurants, souvent en plein air, donc voilà, où on peut s'asseoir, boire une bière et consommer en général des viandes, des poissons grillés, voilà, avec. Et l'ouverture de ces commerces, alors non seulement ça leur donne de l'argent, mais en plus ça dynamise complètement les villages et ça apporte finalement une urbanité au village. Jusqu'il y a 10 ans, moi, quand j'ai commencé mes enquêtes en Côte d'Ivoire en 2012, des maquis, il y en avait presque pas dans les villages. Il y en avait dans les plus gros, mais c'était très rare d'en trouver. Aujourd'hui, dans quasiment tous les villages du pays BT où j'ai fait mes enquêtes, il y a au moins un maquis et parfois 3, 4. Il y a même des villages où ils ont ouvert ce qu'on appelle des espaces zouglou. Alors le zouglou, c'est le style musical le plus populaire en Côte d'Ivoire. Vous connaissez pas le nom, mais vous connaissez les principaux artistes zouglou, c'est Magic System, qui viennent de Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont ouvert des espaces zouglou où il va y avoir des grands groupes, hein, de musique zouglou qui vont venir jouer comme ça dans un village en pays BT. Donc vous voyez, il y a vraiment une dynamique, hein, comme ça qui est très importante et une dynamique aussi une urbanité qui vient comme ça au village. Alors, comme je vous le disais, ces activités économiques, elles apportent du développement d'abord, mais elles apportent aussi aux jeunes de quoi vivre et ces revenus sont extrêmement importants parce que ça fait d'eux aussi des individus émancipés, individualisés, qui en fait n'ont plus besoin de dépendre de leur aîné pour vivre au village. Auparavant, c'était en échange de leurs services réguliers, eh bien, les aînés allaient donner un petit quelque chose aux jeunes, un petit billet par-ci, lui offrir une bouteille de bière par-là, l'inviter à manger à sa table à un autre moment. Eh bien, une fois qu'ils ont leur activité en main, eh bien évidemment, ils n'ont plus besoin, des aînés pour réaliser toutes ces tâches-là et donc ils acquièrent une autonomie financière qui leur permet aussi de s'individualiser et de s'autonomiser, dans ces zones-là. Et évidemment, ça s'accompagne d'un acte politique, parce que c'est grâce à cet argent-là que les jeunes, justement, vont pouvoir faire des caisses communes, comme j'en parlais auparavant, caisses communes pour payer leurs dots. Mais c'est aussi grâce cet argent-là qu'ils vont réussir à lancer de nouvelles activités et à financer parfois des candidats qui sont proches d'eux, mais aussi parfois à organiser des cérémonies ou à organiser des événements en village pour les jeunes, et donc à apporter comme ça une nouvelle dynamique qui tranche, hein, quand même assez radicalement avec, l'image passive qu'on pourrait avoir des milieux ruraux africains
et on voit bien grâce à tout ça qu'on est loin de cet imaginaire-là, voilà, qu'avait par exemple décrit le président Sarkozy quand il avait fait son discours à Dakar en 2007, où il disait que l'Afrique vit dans le cycle des saisons, le paysan africain et tout ça. On est à milieu de tout ça et je pense que c'est aussi, un moyen de enfin, que mon livre est aussi un moyen de voir les réalités de la ruralité africaine aujourd'hui. Alors, je voudrais, consacrer, alors j'ai déjà un peu, voilà, donc parlé de mon ouvrage, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'aimerais aussi consacrer au moins une dizaine de minutes à la situation contemporaine en Côte d'Ivoire, parce que j'imagine que ça doit, en intéresser certains d'entre vous, et vous montrer que tout ce que je décris là, eh bien, en fait, ça se retrouve directement dans ce qui s'est passé, ces derniers mois en Côte d'Ivoire. Alors, je résume d'abord un peu la situation des 10 dernières années pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé, durant les élections en octobre et pourquoi justement les milieux ruraux ont été si actifs dans les événements de ces derniers mois. À la suite de sa prise de pouvoir, en 2011, le président Alassane Ouattara, a largement transformé le pays, on peut pas lui renier ça et la Côte d'Ivoire a été depuis 10 ans le moteur économique de l'Afrique de l'Ouest. On a eu des taux de croissance, qui volaient à entre 8 et 12%. Il y a eu, des constructions d'infrastructures partout, des autoroutes, des hôpitaux, des ponts. Cependant, la critique qui a été adressée au président Ouattara, c'est que cette croissance n'a pas desservi tout le monde et en fait, elle a permis à une élite, eh bien, de s'enrichir encore plus et effectivement, il y a des gens extrêmement riches, hein, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et elle a aussi permis, malheureusement, beaucoup à des étrangers de s'enrichir. Parce que la plupart de ces chantiers, en fait, qui ont porté la croissance, eh bien, ils ont été effectués par des entreprises françaises, Bouygues, Bolloré, ou par des entreprises chinoises. Finalement donc, s'il y a eu pour certains, des augmentations de salaire, si le secteur privé, notamment celui du BTP ou certains fonctionnaires ont augmenté leur niveau de vie, eh bien toute la classe populaire ivoirienne, elle n'a pas augmenté son niveau de vie, voire même c'est encore paupérisé et durant ces 10 ans et que je connais bien vu que j'ai travaillé durant ces 10 années en Côte d'Ivoire, eh bien justement de nombreuses personnes ont continué à faire des retours au village, ce qui peut étonner alors que le taux de croissance est au plus fort et qu'on pourrait penser que l'emploi est en ville. Et je pense que le simple fait que le retour au village continue durant cette période de forte croissance économique, c'est aussi la preuve que en fait, cette croissance ne dessert pas tout le monde. Après, donc un premier mandat qui s'achève en 2005, élection, Ouattara n'a quasiment aucune opposition parce que le président, Laurent Gbagbo est en prison à La Haye en attente, donc de son jugement, et donc la faible opposition en face de lui, voilà, ne peut quasiment rien faire, donc Ouattara est réélu en 2005. Il devait quitter le pouvoir, en 2015 pardon, pas 2005. Il devait quitter le pouvoir cette année en 2020 et il avait même promis en mars dernier, qu'il quitterait le pouvoir et que donc il demandait à son premier ministre d'alors, qui s'appelait, Amadou Gon Coulibaly, d'être le représentant de son parti aux élections. Il se trouve que son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, est mort, début juillet. Il a fait un arrêt cardiaque, il avait des problèmes de cœur depuis longtemps, et donc Alassane Ouattara, s'est trouvé sans candidat et visiblement il n'avait pas prévu un de 2e plan. Et donc il a décidé de briguer un 3e mandat, s'attirant les foudres évidemment de l'opposition ivoirienne. Ça a été d'autant plus dur que son principal opposant, Laurent Gbagbo, a été libéré. Il a été acquitté de l'intégralité des charges qui pesaient contre lui, et il a été libéré en janvier 2019. Cependant, il n'est toujours pas rentré en Côte d'Ivoire. Il vit aujourd'hui à Bruxelles, avec sa compagne parce qu'il est en attente, en fait, tout simplement du procès en appel. Il devrait cependant rentrer dans très peu de temps, hein, en tout cas des informations qu'on peut en avoir, il y a très peu de chances que le procès en appel aboutisse à quoi que ce soit, et donc il devrait pouvoir rentrer dans les prochains mois, au pays. Mais donc étant, à Bruxelles, il n'a pas pu se présenter à ces élections. En face de lui, en face d'Alassane Ouattara, il y avait, son allié depuis 10 ans, qui était Henri Konan Bédié, l'ancien président ivoirien qui avait été destitué par le coup d'État en 99 et qui en fait, a rompu avec Alassane Ouattara et s'est présenté face à lui. Cependant, lorsqu'Alassane Ouattara a brigué un 3e mandat, en fait, Henri Konan Bédié s'est allié avec le reste de l'opposition et ils ont lancé ce qu'ils ont appelé un mot d'ordre de désobéissance civile à partir du mois d'août. Heu et donc ont tout simplement, en fait, finalement, ont tout simplement refusé, d'aller à ces élections présidentielles. Ouattara s'est donc retrouvé tout seul sur les lignes de départ et évidemment, il a gagné avec 97% des 94%, non 97%, j'ai un doute, des suffrages exprimés, sans personne en face de lui. Cependant, donc cette élection s'est faite dans un contexte tendu et je le sais parce que j'y étais, je suis parti en Côte d'Ivoire pour suivre les élections. J'y étais du 21 octobre dernier, jusqu'à, lundi. Je suis rentré il y a 2 jours.
Et du coup, ce qui s'est passé dans le pays, eh bien, c'est que, le mot d'ordre de désobéissance civile, en fait, a pris en partie, mais il n'a pas pris à Abidjan. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a pris essentiellement dans les zones rurales et c'est essentiellement des jeunes gens qui justement ont porté ce mot d'ordre et ont fait ce qu'on appelle des barrages. Donc en fait, ils ont empêché, l'accès à leur village. Ils ont aussi, le jour des élections, ils ont empêché tout simplement l'ouverture des bureaux de vote. Et il y a également eu des affrontements entre partisans du parti au pouvoir et des partisans de l'opposition. Ce que je voulais vous dire, et c'est du coup là directement en lien avec, mon ouvrage, même si donc, moi je couvre pas jusqu'à la période contemporaine dedans, c'est que le fait que tous ces événements aient lieu dans les milieux ruraux, eh bien, c'est pas neutre. Ça montre que la politisation de la jeunesse rurale, elle porte aussi ses fruits au niveau national et que c'est ces jeunes-là qui aujourd'hui, en fait, sont au cœur de l'opposition ivoirienne. En ville, tous les lieux qui étaient des lieux d'expression, de la jeunesse et qui étaient des lieux, en fait, où ils pouvaient porter leurs revendications ont été cassés, comme on dit, par le pouvoir. En fait, dans les années 2000, il y avait des parlements de rue qui existaient, par exemple, à Abidjan et en fait, l'un des plus grands d'entre eux s'appelait la Sorbonne, il était en plein dans le quartier économique d'Abidjan. Alors la Sorbonne, évidemment, en référence, hein, à l'université parisienne et ce lieu, la Sorbonne, où donc se réunissaient les gens pour parler, pour discuter politique, donc il a été cassé dès 2011 et ça a été l'un des premiers actes de Alassane Ouattara, c'est très symbolique, hein. Il a démoli intégralement la zone et il a empêché tous ces rassemblements de s'effectuer en ville. Au village, ces rassemblements, ils ne se sont jamais arrêtés. Et il y a toujours eu des petits parlements, alors qu'évidemment, n'avaient pas la même ampleur qu'en ville, mais chaque soir, il peut y avoir 10, 15, 20 jeunes qui se réunissent, qui parlent politique, qui parlent de l'actualité. Et donc, on continuait en fait à avoir un discours et avoir un discours politique et à prendre position face à ce qui se passait. Et je dis pas que les urbains prennent pas position, évidemment qu'ils prennent position, mais ils n'avaient plus l'occasion d'avoir ces lieux ouverts comme ça d'expression de leur citoyenneté et de leur opinion politique. Donc aujourd'hui, le fait que les mobilisations se déroulent au village et le fait que ce soit essentiellement dans le milieu rural qu'il y a eu de l'opposition, eh bien c'est lié à ça. Et je pense, et c'est ça que j'ai envie de vous dire ce soir, et c'est moi ça me semble important de vous le dire, que ça c'est révélateur aussi du dynamisme politique des zones rurales. Il faut sortir, il faut sortir complètement de cette vision dépolitisée, arriérée de la ruralité africaine. On est à milieu de ça. La ruralité africaine, elle est extrêmement dynamique, tant d'un point de vue économique que politique. Et c'est ça que je voulais dire dans mon ouvrage. Et je pense que les récentes élections me donnent quelque part raison. C'est pas pour voilà, mais c'est pour vous dire que ça apporte encore du grain à moudre par rapport à mon propos. Et on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est aussi ce qui se passe avec l'élection de Kaboré ou Burkina Faso voisin. C'est aussi ce qui va se passer, je pense, dans peu de temps au Sénégal. On voit que ces jeunes ruraux et que la ruralité en général est très dynamique. Voilà, donc j'ai pris ma demi-heure de parole, à peine plus. Je vous remercie évidemment de m'avoir écouté. Donc je suis maintenant ouvert à toute discussion et puis voilà, donc je répondrai à toutes vos questions, avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Montaz. Merci d'avoir été aussi exhaustif et de nous avoir présenté votre ouvrage qui semble effectivement très très intéressant sur un sujet que nous ne connaissons pas très bien. Alors, il y a déjà une première question de Clotilde qui dit « Quand vous parlez d'étrangers, s'agit-il d'entreprises privées ou d'autres acteurs ?» Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, quand je parle d'étrangers, ça dépend dans quel contexte? Je ne sais pas de quel moment il parle. Alors du coup, je vais répondre sur les différents angles, comme ça précisera un peu mon propos. Quand on parle d'étrangers au village, on parle en fait de toute personne qui n'est pas de la région d'origine. Donc en fait, au village, c'est toute personne qui n'est pas autochtone, si vous voulez, est considérée comme étranger. Ça veut dire que des Ivoiriens qui viennent du Nord vont être considérés comme étrangers, mais aussi des extranationaux comme des Burkinabés ou des Maliens qui sont très présents dans les zones forestières sont aussi considérés comme étant des étrangers. Et eux, ils le sont évidemment aussi en tant qu'extranationaux. Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas précisé, hein, mais qu'en Côte d'Ivoire, dans tous les cas, 25% de la population résidant en Côte d'Ivoire est d'origine étrangère, pour une raison en fait très simple, c'est qu'il n'y a pas de droit du sol en Côte d'Ivoire. Donc lorsque vous naissez en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas ivoirien. Et donc ça c'est important et ça fait aussi qu'il y a qu'un quart de la population totale de la Côte d'Ivoire en fait n'est pas ivoirienne. Si vous faites référence aux étrangers, après donc lorsque je parlais des dynamiques politiques à Abidjan, là je faisais effectivement référence aux entreprises étrangères. Qui sont nombreuses?
qui sont assez nombreuses. Il y a beaucoup, beaucoup d'investissements, oui, mais c'est quand même souvent les mêmes qui reviennent, hein, notamment les très grands groupes industriels, Bouygues et Bolloré qui sont, Bouygues, Bolloré, Eiffage, qui sont les 3 groupes les plus présents. Merci. Alors, il y a Edgar qui a une question sur, vous avez commencé à aborder les pays voisins, et Edgar demande, pouvez-vous nous en dire plus sur la ruralité malienne aujourd'hui? Réussissent-ils à se structurer malgré la situation sécuritaire difficile du pays? Alors, je vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'éléments parce que je suis pas du tout un spécialiste, hein, du Mali, je suis, vraiment spécialiste de la Côte d'Ivoire. Juste quand même quelque chose que je sais de par des collègues. Alors la situation rurale au Mali est extrêmement complexe parce que, comme vous le savez probablement, donc toutes les zones, notamment du nord malien, qui sont des zones, rurales, sont, malheureusement donc, confrontées à une gouvernance, rebelle là encore, mais qui en fait est d'ordre djihadiste, hein, cette fois-ci. Et donc se retrouvent dans des situations extrêmement complexes où, l'exercice du droit de citoyenneté, peut parfois mener à des répressions, mortelles. Heu, Cependant, là encore au Mali, de ce que j'en sais, il faut pas penser que les populations sont, voilà, sont uniquement, passives. Il y a des résistances à tout ça, on sait qu'il y a notamment des réseaux migratoires, qui ont été mis en place, qui permettent à des agriculteurs, de fuir les régions. On sait aussi que, enfin, que lors des élections, nationales, bah, en fait, les ruraux votent beaucoup parce qu'ils attendent un pouvoir fort qui puisse les défendre aussi, hein, contre ces agressions, extérieures. Donc au Mali aussi, il y a des dynamiques politiques, pardon, mais là je ne pourrais pas aller dans le détail et je ne pourrais pas vous en dire plus que ce que je viens de vous énoncer. Une question d'une de nos anciennes élèves, je crois, Anne, qui qui nous dit un grand merci pour cet exposé passionnant. Est-ce que cette approche qui concerne aussi les jeunes filles? Et si oui, dans quelle proportion? Ah oui, alors merci, hein, pour cette question effectivement qui est très importante. Alors, il se trouve que dans la société BT que j'ai étudiée, dans cette région de la Côte d'Ivoire, en fait, le pouvoir politique est une histoire exclusivement masculine. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de migration de retour de femmes. Il y en a beaucoup, il y a à peu près 40 des flux migratoires de retour, au village qui sont constitués de femmes, mais qui en fait n'ont pas du tout les mêmes attitudes que les hommes. Alors, parmi les femmes, en fait, certaines vont s'installer au village pour des activités entrepreneuriales et donc vont y rester. Mais la plupart des femmes, en fait, vont quitter les villages pour une raison qui est très simple, c'est qu'elles vont se marier, enfin qu'elles vont trouver un conjoint. Et en Côte d'Ivoire, on est dans un pays où en général, en fait, les femmes suivent, le conjoint pour aller dans son lieu de résidence. Et du coup, donc les femmes se fixent peu, donc elles peuvent faire des migrations de retour lorsque par exemple, elles se séparent d'un conjoint, elles vont revenir dans leur famille et donc elles vont pouvoir rester au village un peu. Elles vont évidemment faire une migration lorsqu'elles vont accompagner leur conjoint au village. C'est aussi un cas qui est fréquent, hein. Voilà, où là, elles peuvent y rester. Et l'autre migration de retour importante, et là, ça sort complètement du cadre que je viens de vous énoncer, c'est le retour des veuves, donc de femmes plus vieilles, dont le mari est décédé et qui sont plus en âge de se marier et qui, du coup, vont s'installer aussi dans leur village d'origine. Merci. Une question de Médina. Selon vous, cette dynamique migratoire est-elle connue et encouragée par le gouvernement? Dans quelle mesure ce retour vers le village pourrait être une solution pour éviter de tomber dans la criminalité? Alors, donc 2 questions en une. Alors, pour répondre au premier aspect, le gouvernement actuel en parle un petit peu. Il y a eu, notamment des ministres, qui ont fait l'idée de soutenir économiquement ces jeunes de retour, mais jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas d'aides qui ont été attribuées. Par contre, dans le passé, il y a eu des aides très fortes et donc le 1er président, ivoirien, hein, qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny, il a été président de 1960 à 1993, partie de ces vieux présidents, qui ont passé leur vie au pouvoir. Félix Houphouët-Boigny, en fait, a très vite compris l'intérêt des migrations de retour, avant même qu'elles débutent. Dès la fin des années 60, il commençait à se dire que ce serait intéressant que des urbains, formés reviennent vers les villages pour porter le développement. Et à partir des crises des années 70, il a très vite compris que le village était une solution pour, en fait, pour contrer la précarité urbaine et le manque d'emploi en ville. Et il avait mis en place, par exemple, des plans d'aide au retour, où il finançait les engrais, et les plants des arbres, donc vraiment les plants de plantation, pour les retourner.
Après ça, dans les années 90, à ma connaissance, il n'y a pas eu de politique particulière et pas non plus dans les années 2000 sous Gbagbo. Voilà, mais par contre, historiquement, il y a eu quand même cet apport considérable, sous Houphouët-Boigny et un autre apport sous Houphouët-Boigny qui était aussi considérable, c'est qu'en fait, il a énormément investi dans le développement des infrastructures rurales, notamment dans les écoles, dans l'électrification et dans les châteaux d'eau. Ce qui permettait aussi aux retournés, quand ils arrivent en fait au village, ben, de retrouver des commodités qu'ils connaissaient en ville, de ne pas se retrouver dans des villages voilà, qui auraient été déconnectés de tout ça. Votre deuxième question, du coup, excusez-moi, c'était. Alors, dans quelle mesure ce retour vers le village pourrait être une solution pour éviter Ah oui. la criminalité? D'ailleurs, c'est une question aussi de Basile. Que pensez-vous du rôle joué par les milices appelées les microbes dans les tensions au sein des villages et de leur influence sur la frustration actuelle des jeunes Ivoiriens? Alors, concrètement, oui, le retour au village est une réponse à la précarité et quand on donne une réponse à la précarité, on donne aussi en partie une réponse à la délinquance. Enfin, c'est parce qu'il y a des liens de cause à effet entre tout ça qui ne sont pas systématiques, mais qui existent, faut pas se voiler la face. Du coup, effectivement, pour de nombreux jeunes qui pourraient avoir, voilà, qui pourraient se dire que, rentrer dans la délinquance, leur apporterait de l'argent, bah, le retour au village, c'est une autre solution qui leur apparaît parfois tout aussi, rentable. Alors, concernant les microbes, il n'y a pas de microbes dans les villages. Les microbes, c'est vraiment un phénomène urbain, là, cette fois-ci. Donc pour celles et ceux qui connaîtraient pas ce phénomène, en fait, donc les microbes, c'est, pour reprendre l'appellation officielle, ce sont des jeunes en conflit avec la loi. C'est l'appellation du procureur, de la République, en Côte d'Ivoire. Et en fait, c'est un phénomène qui fait suite à la crise ivoirienne de 2010-2011, où il y a eu, beaucoup de jeunes, bah, qui se sont retrouvés sans parents, tout simplement, mais aussi des enfants de combattants rebelles, qui se retrouvent en situation précaire. Et donc il y a tout un réseau comme ça de jeunes qui s'est formé, qu'on a appelé les microbes. Et donc c'est des jeunes, voire des très jeunes, hein, c'est des gens âgés de 12-13 ans jusqu'à 20-25 ans pour les plus vieux, qui en fait vont agresser, qui vont mener des opérations commando dans les quartiers. Et ils arrivent à 20-30 armés de machettes, et vont agresser la population pour, voilà, pour se faire de l'argent. Alors, le phénomène commence un peu à s'estomper là depuis quelques années, mais ça a été très présent à partir de 2011-2012 jusqu'à 2017 environ. Et voilà, effectivement, ça a créé une instabilité très forte à Anville. Voilà, mais du coup, c'est pas un phénomène là qui est lié à la ruralité. Par contre, je sais que parmi certains microbes, je connais d'ex-microbes qui ont fait un retour au village, après être passés par la casse-prison. En fait, ils ont été arrêtés et j'en connais un seulement, mais en sortant de la prison, il s'est dit qu'il fallait qu'il change de vie et il est revenu au village. Donc comme quoi, c'est aussi une solution, pour sortir de ce genre de milieu. Alors, nous avons une personne qui est ivoirienne qui vous écrit en disant, qui vous remercie et qui dit: dans quelle mesure l'étude menée en PIBT peut-elle être généralisée? Alors, c'est une bonne question. Donc, pour vous répondre, alors, je sais pour travailler avec des chercheurs ivoiriens qui travaillent dans d'autres régions, qu'il y a des dynamiques tout à fait similaires, dans toute la zone forestière, et notamment dans le centre-est, donc si vous êtes ivoirienne, en particulier en pays à Caen, Baoulé et cetera, mais aussi au sud-est, dans toutes les régions Ani, Sanui, voilà, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. On a des dynamiques un peu similaires. En revanche, ce qu'il faut bien différencier, c'est que les dynamiques politiques et notamment la remise en cause du droit d'aînesse et cetera, sont moins fortes à l'est, parce que l'est ivoirien, en fait, fonctionne avec des royautés, qui sont encore relativement respectées et où il y a donc des hiérarchies formelles qui sont bien plus fortes encore qu'en PIBT. C'est pas pour autant qu'elles sont pas critiquées, ces hiérarchies, elles le sont, hein, il y a des critiques vis-à-vis de tout ça de la part des jeunes, il y a des volontés de sortir de ce genre de dynamique-là, mais quand même, c'est moins fort qu'à l'ouest où j'ai travaillé. Heu et pour l'autre partie, pour le nord, en revanche, là, il y a pas ce genre de dynamique-là. Tout le nord ivoirien et c'est lié au fait qu'en fait, bah, faire un retour au village dans le nord ivoirien, ça a moins d'intérêt économique, hein, c'est des régions qui sont moins riches, il y a pas les possibilités agraires qui sont présentes au sud et du coup, là, on connaît moins ces dynamiques. Par contre, on observe depuis 2-3 ans, de nombreuses migrations vers les centres urbains du nord qui se développent vite et du coup, il y a beaucoup de gens qui quittent Abidjan pour aller vers les villes du nord, comme Korogo notamment. Merci, monsieur, pour cette conférence très intéressante. C'est une question d'Aïssata. Pensez-vous que nous assistons à une inversion du phénomène d'ivoirité, avec notamment l'arrivée au pouvoir de l'actuel président? Alors non, je le pense pas. Je le pense pas du tout parce que, l'une des critiques qu'a adressée Alassane Ouattara, c'est juste de fait enfin, c'est de favoriser, les populations du Nord dans son administration.
du Nord, donc, dont il est lui-même originaire. Et c'est pas complètement faux. Alors, c'est pas complètement vrai non plus. Voilà, faut faire la part des choses. Mais effectivement, là, il y a eu une certaine promotion, hein, des gens du Nord. Et d'ailleurs, il a lui-même parlé, Ouattara, je sais plus, c'était en 2013 ou 2014. Il avait lui-même dit qu'il pratiquait une politique de rattrapage ethnique. Donc, c'était quand même assez significatif. Alors après, on ne peut certainement pas taxer Alassane Ouattara d'ivoirité, hein, étant donné qu'il a été le principal opposant justement à ces politiques d'ivoirité et que cette politique d'ivoirité visait à l'exclure lui à l'époque de la course à la présidentielle, dans les années 90. Par contre, l'incapacité du président Ouattara à réconcilier les Ivoiriens et son incapacité notamment à justement à réconcilier ce Nord et ce Sud ivoirien, et on l'a encore vu là avec la question du troisième mandat et l'opposition qui s'est faite contre lui, fait aussi qu'en fait, sans l'alimenter et sans vouloir l'alimenter, en tout cas, il n'arrive pas à la contrer au final, cette question politique-là. Bonjour monsieur, ce genre de politisation de la jeunesse rurale pourrait-elle conduire à terme en Afrique de l'Ouest à une sorte de printemps arabe, donc une volonté de bâtir des sociétés démocratiques et plus égalitaires? Une question de Thibault qui vous remercie également. Alors, j'ai envie de dire que des printemps arabes, il y en a déjà eu en Afrique de l'Ouest. Ils ont été moins forts, ils ont pris des formes différentes, mais par exemple, au Sénégal, il y a eu un courant qui s'appelle Y'en a marre, qui a été très important, qui a contesté le régime politique. En Côte d'Ivoire, il y a eu tout ce qu'on appelle le courant patriotique, qui a soutenu là, le régime de Gbagbo, mais qui a aussi été un mouvement d'expression de la jeunesse populaire ivoirienne. Donc il y a quand même des mouvements importants alors, qui ont été beaucoup moins médiatisés que ne l'ont été les printemps arabes, mais il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de volonté démocratique et qu'il n'y a pas de courant jeune qui montre ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a notamment des artistes zouglous tels que Yodé et Siro, des gens comme ça, qui sont extrêmement populaires, qui font des millions de vues sur YouTube, qui vendent des milliers, des dizaines de milliers d'albums, enfin, et qui portent aussi ce genre de discours. Donc, c'est pour vous dire attention de pas calquer des situations autoritaires alors qu'elles ne sont pas tout à fait. Sur la question du rôle de la jeunesse rurale là-dedans, alors elle est importante parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait une politisation de la jeunesse rurale, ça va permettre, je pense, qu'il y ait une démocratisation de la politique de manière plus générale. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que ces jeunes revendiquent quelque chose au village, et donc, soit dans une contestation de leur établi au village, et veulent aussi démocratiser la vie villageoise, eh bien c'est aussi en fait s'opposer à des conservatismes de manière plus générale dans la société ivoirienne. Et si on démocratise le village, s'il y a de la démocratie locale, au municipal, dans les préfets, etc., eh ben, on peut aussi se dire que ça va remonter. Donc, qu'en fait, c'est un processus global, si vous voulez. Que démocratiser le village, c'est aussi démocratiser la vie politique nationale. Donc, je pense que tout ça, ça va ensemble. Alors justement, il y a une question de Kader. Comment réagissent les anciens de ces villages face à ce renversement de l'ordre traditionnel établi? Ah bah, comme vous pouvez l'imaginer, ils réagissent mal, hein. Les principales critiques qu'adressent les anciens à leurs jeunes, ça serait qu'ils sont pas capables de gérer le village, que c'est des perturbateurs, qu'ils sont instables, ce genre de choses en fait qui correspondent à des stigmates d'ailleurs qui sont accolés à la jeunesse en tant que catégorie de manière générale dans le monde. Voilà, dire que les jeunes veulent tout chambouler et mettre tout le temps l'air, c'est des choses qu'on retrouve partout. Ce qui d'ailleurs est significatif de la constitution en tant que catégorie politique de la jeunesse dans ces milieux-là. Cependant, il faut nuancer le propos parce qu'en fait, il y a des anciens qui voient tout ça d'un mauvais œil et qui aimeraient bien garder leurs petits privilèges. Il y en a aussi qui ont vécu en ville, qui ont fait des études et qui voient ça plutôt d'un bon œil et qui d'ailleurs soutiennent ces jeunes. De manière souvent indirecte, mais qui vont en fait, qui vont accompagner ce mouvement-là. Donc il y a un peu les deux positions. Mais il y a quand même effectivement des conservatismes qu'on a dans le dur, hein, et des anciens comme ça qui voient tout ça d'un mauvais œil, qui par exemple ne supportent pas les maquis au village, qui tentent de les fermer, enfin voilà, ce genre d'attitude. Il y a une deuxième question de Kader. Les leaders économiques émergents dans les ruralités veulent-ils peser dans un renouvellement du jeu politique au niveau national? Non, pas au niveau national. Ils n'en ont pas les moyens.
Les revenus qui sont issus d'activités dans un village, ça reste des revenus qui sont faibles, si vous voulez. Enfin, ça suffit à vivre au village très correctement, parce que les dépenses sont moins fortes qu'en ville. Ça suffit, voilà, à accéder à des biens de consommation mondialisés, des téléviseurs, des chaînes phono, internet, tout ce que vous voulez. Mais de là à pouvoir peser dans le jeu national, non. Enfin, peser dans le jeu politique national, ça veut dire avoir des millions d'euros dans la poche pour subventionner un candidat. Enfin, on n'est pas aux mêmes échelles, là. Une question d'une ancienne élève, Olivia. À part Grand Bassam, la RCI a été plutôt épargnée par les attentats terroristes. Pensez-vous qu'il y a un risque de percée djihadiste dans le pays, libération récente de prisonniers dans les pays voisins, etc. Bon, alors évidemment, c'est une question qu'on se pose tous, hein, les chercheurs en Côte d'Ivoire. Il y a deux choses que je peux répondre à ça, mais là, par contre, je suis vraiment pas un spécialiste moi, de ces enjeux-là, mais quand même, de ce que j'en sais. La première des choses, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays où il y a, on va dire, une pratique religieuse qui est relativement laxiste. Pour le dire assez clairement, en Côte d'Ivoire, de nombreux musulmans boivent de l'alcool et de nombreux catholiques ont plusieurs femmes. Voilà, si vous voulez des exemples un peu concrets. Du coup, cette pratique assez laxiste de la religion fait que des courants rigoristes comme le sont les salafistes et le djihad ont peu de chances de prendre dans ce genre de contexte-là. C'est la première chose qui me fait dire, à mon avis, il y a déjà cette frontière-là entre une population qui a une culture religieuse assez pacifiée et une autre qui voudrait rentrer là-dedans, qui aurait bien du mal en fait dans ce contexte. Cependant, on sait quand même qu'il y a des percées. L'une des stratégies là, qui est mise en place par les salafistes, notamment maliens, c'est en fait d'ouvrir des écoles coraniques dans le nord ivoirien, qui elles sont très rigoristes. Et donc en fait d'essayer de convertir les plus jeunes. C'est partie des stratégies très habituelles de ces courants-là en Afrique. Mais on sait qu'il y a ça qui se fait. Il y a eu aussi des attaques à la frontière, bon, qui ont été contrecarrées par l'armée ivoirienne. Mais voilà, alors, il y a aussi autre chose, c'est que l'armée ivoirienne est comme une armée bien constituée, qui est solide, qui a des moyens, qui est assez solide et qui sécurise bien sa zone et qui en plus est soutenue par l'ONU, par la France, par la force, par la task force là, interafricaine. Et parce qu'en fait, tout le monde sait très bien que si la Côte d'Ivoire tombe, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est foutue. Enfin, c'est vraiment le dernier rempart à côté du Mali et du Burkina Faso. Si la Côte d'Ivoire tombe, ça veut dire que les courants salafistes arrivent jusqu'aux côtes. Et là, on passe encore sur une autre dimension de la crise du djihad en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a aussi des moyens internationaux importants qui sont mis dans cette lutte-là. Et je pense que la Côte d'Ivoire, comme le Ghana voisin par ailleurs, ou comme la Sierra Leone et Libéria, bénéficie comme d'un soutien qui permet de contrecarrer tout ça. Donc j'ai bon espoir qu'il n'y ait pas de percée. Très bien, merci. Une question d'Antoine en première année de master à l'INERI. Quelle relation entretiennent les forces armées françaises et les Ivoiriens? Comment la force est-elle perçue? Alors, les relations sont assez ambivalentes. Suite à en fait, alors il faut savoir donc que c'est l'armée française qui a arrêté Laurent Gbagbo. Ce qui fait que pour les partisans de Laurent Gbagbo, ça a été vu comme une ingérence très forte. Et évidemment, ça a été, ça fait que l'armée française a été pendant longtemps très très mal vue par ses partisans de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Juste pour l'anecdote, je me rappelle qu'à l'époque, je séjournais à Gagnoa, donc, qui est la ville d'origine du président Gbagbo, qui est donc le chef-lieu du PIBT. Et la Force Licorne, donc l'armée française en Côte d'Ivoire, la Force Licorne avait décidé de faire une tournée en Côte d'Ivoire pour aller rencontrer les populations. Et donc, arrivé à Gagnoa, ils avaient organisé des matchs de foot avec les jeunes des quartiers de la ville. Et donc, il y a eu comme ça des stratégies de la part de l'armée française pour essayer de détendre un peu les relations avec la population. On ne peut pas dire que ça soit tout à fait gagnant. Je pense que le temps a fait son œuvre et que de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit, et que du coup, ces tensions-là se sont un peu amenuisées. Cependant, tout le monde a souvenir des crises des années 2000 en Côte d'Ivoire, où l'armée française est violemment intervenue. Il y a eu notamment la crise de 2004. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout ça, en fait, en 2004, on était en plein conflit avec la rébellion contre le régime de Gbagbo. L'armée française, en fait, avec l'ONU, sécurisait toute la zone centrale du pays. Il y avait une zone de confiance. Et en fait, l'aviation ivoirienne a bombardé une position française. En réaction immédiate, le président Jacques Chirac, à l'époque, a demandé la destruction de l'intégralité des moyens aériens de l'armée ivoirienne.
Ça a provoqué des manifestations monstres à Abidjan. Et à ce moment-là, du coup, il y avait tous les patriotes dont je parlais tout à l'heure qui sont levés. Il y a eu un appel. Enfin, ça a été un truc extraordinaire où il y avait vraiment des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Et l'armée française, pour défendre ses positions, donc voilà, on fait un cordon et on tirait, selon eux, aux armes, enfin avec des balles non létales sur la foule. Sauf qu'il y a quand même eu des morts, alors qui sont peut-être liés à des mouvements de foule, mais il y a aussi eu des blessés par balles admis à l'hôpital. Tout ça est un peu voilà, compliqué. Mais du coup, voilà, les Ivoiriens ont aussi souvenir de ce genre d'événements qui font que l'armée française a quand même agi quoi, en Côte d'Ivoire et a fait preuve d'ingérence, qu'on le veuille ou non. Là, c'est le terme quand même. Et voilà, donc du coup, les relations restent tendues, notamment entre les partisans de Gbagbo et l'armée. Merci. Une question de notre professeur David Vauclair. Bonjour et merci pour cette conférence passionnante. Dans un livre maintenant ancien, 1993, de Jean-Louis Boutillier, ce dernier soulignait la dualité entre deux formes d'organisation de l'espace en Côte d'Ivoire, entre domaine des groupements autochtones, chefferie de terre, et domaine des envahisseurs, chefferie politique, ces oppositions étant à relativiser selon le développement économique de chacune des régions. Est-ce que cette dualité se poursuit aujourd'hui et est-elle remise en cause ou complétée par ce retour des jeunes? Alors, d'abord, cette dualité en PIBT, elle a jamais été vraie, parce qu'en fait, les autochtones ont toujours gardé le pouvoir politique. Du coup, même lorsqu'il y avait des quartiers étrangers, il y avait une allégeance des chefs de quartiers étrangers au chef de village qui, lui, était autochtone. Cette situation-là qui est décrite, elle est peut-être plus vraie à l'extrême ouest, où il y a eu des zones comme ça, où ça a été le cas, un peu au nord et un peu aussi dans certaines régions de l'est, mais à l'est, même à l'est, les populations étrangères se sont souvent féodalisées en fait aux royautés à Caen. Du coup, pour vous répondre, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est quand même, enfin, ce qui est décrit là, de ce que vous me décrivez, c'est des choses qui sont pas, en fait, qui sont pas majoritaires dans le pays. Et du coup, voilà, j'ai pas d'éléments de réponse. Moi, dans ma zone d'enquête, le pouvoir politique appartient quand même aux autochtones, même si il y a une volonté des étrangers, évidemment, d'interférer là-dedans et de pouvoir aussi avoir leur propre mot à dire. Cela dit, de toute façon, les étrangers ont quand même le pouvoir dans leur quartier, qui est organisé différemment des quartiers autochtones. Parce qu'il y a vraiment en fait, un village, si vous voulez, en PIBT, dans le village, il y a le quartier autochtone, et il y a des quartiers avec les différentes communautés étrangères. Du coup, ces quartiers-là ne fonctionnent pas forcément sur les mêmes modes politiques. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté des communautés étrangères de prendre le pouvoir de la chefferie villageoise dans son ensemble. Une autre question de la personne ivoirienne qui nous suit ce soir. Plus sur la méthodologie, quelles techniques d'enquête avez-vous utilisées et quels peuvent être les biais? Et aussi, pour ma curiosité, comment vous êtes passionné pour ce sujet et sur la Côte d'Ivoire en général? Alors, moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire à la base, quand j'étais assez jeune, j'y étais pour la première fois à 18 ans, dans le cadre d'un projet de solidarité internationale. Et c'est comme ça que j'avais découvert en fait le pays et plus tard donc lorsque j'ai dû faire un master en anthropologie à l'université Lyon 2 à l'époque, je me suis dit: «Bah, je vais y retourner puis je verrai bien ce que j'ai sous la main, quoi». Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-bas puis après, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Alors en termes de méthodologie donc, en tant que alors même si je suis très proche des sciences politiques, mais en tant quand même qu'anthropologue à la base, j'ai fait tout simplement de l'observation participante. J'ai résidé, alors pour l'ouvrage à l'époque, j'étais à 17 mois, de résidence dans les villages ivoiriens. J'ai résidé dans 2 villages en particulier, qui avaient des configurations un peu différentes, je rentre pas dans le détail. J'ai résidé, 13 mois à l'époque, j'étais à 13 mois dans l'un, 4 mois dans l'autre. Voilà donc et avec des terrains relativement longs, je faisais en général des périodes de 4 mois, 3-4 mois de terrain à chaque fois et où vraiment j'étais au village, quoi. Je vivais au village en permanence, je bougeais pas et je restais là. En plus de ces observations donc voilà, donc de vivre au quotidien avec les gens et donc de voir ce qui se passe, tout simplement, j'ai aussi mené, de manière traditionnelle, hein, des séries d'entretiens, beaucoup de récits biographiques avec des jeunes retournés. J'ai à peu près une trentaine de récits biographiques. J'ai suivi, à peu près une cinquantaine de jeunes en tout dans la région. Et après, voilà et puis après, méthode aussi classique, hein, dépouillement bibliographique, archives, ce genre de choses. Donc la question qui en découlait était: est-ce qu'il peut y avoir des biais? Ah oui, pardon, oui, alors il y a des biais, évidemment. Alors, l'un des
principaux biais d'ailleurs, c'est ma propre position en tant que jeune sur le terrain. Ce qui demande aussi donc de faire appel à une analyse réflexive, parce qu'évidemment en tant que enfin moi, la première fois que j'ai été enfin, pas la première fois du coup, mais quand j'ai été en Côte d'Ivoire pour mes terrains, j'étais en master 1, j'avais 22 ans quoi. Hem Donc évidemment, j'étais encore très jeune, et forcément ça a impliqué que, bah, je parlais essentiellement à des jeunes. Donc j'ai mis beaucoup de temps aussi avant d'avoir l'autre discours, le discours des anciens et d'avoir, voilà et de pouvoir rentrer avec des relations, d'affinité avec eux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, j'ai ce rapport-là parce que j'ai ma position sociale d'enseignant-chercheur, et cetera, qui me donne une position particulière, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, ça, c'était un biais important et du coup, j'ai eu du mal à accéder au discours de tout le monde et j'avais surtout le discours des jeunes et en plus, j'avais surtout le discours des jeunes autochtones. Mais bon, vous savez, moi, mon enquête, elle a quand même duré, 6 ans. Donc, en 6 ans, j'ai eu le temps aussi de contrecarrer ça, d'aller voir d'autres gens, de rencontrer des communautés étrangères, de rencontrer des aînés. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé dans 2 villages. Il y a un village où je travaillais surtout avec les étrangers et l'autre où je travaillais un peu avec les autochtones, enfin, pardon, un où je travaillais surtout avec les autochtones et l'autre où je travaillais aussi un peu avec les étrangers et où j'ai été hébergé par le chef du village, ce qui me permettait d'avoir aussi la chefferie. Donc j'ai un peu, voilà, j'ai réussi à contrer ça avec le temps, mais c'est vrai que ça, au début, quand on commence des enquêtes, il y a toujours, hein, des problèmes catégoriels, de biais, et cetera, ouais. Très bien. Bah, écoutez, Monsieur Montaz, nous sommes arrivés à la fin des questions. Donc, il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure? Est-ce qu'il y aura une suite à ce travail? Qu'est-ce que vous envisagez? Oui, bah, je suis actuellement en train, là, je viens de débuter un nouveau projet de recherche un peu plus ambitieux, sur le rôle des économies rurales dans les trajectoires de crise. Hem, Où du coup là j'ai élargi à une autre région, enfin à plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, donc un travail un peu plus ambitieux voilà sur le pays et où j'essaye en fait de comprendre comment l'articulation des rapports entre étrangers, autochtones, entreprises et cetera permet de consolider ou pas la paix, ou au contraire de précipiter les crises. Et du coup voilà, donc c'est ça que j'appelle le rôle des économies rurales dans les trajectoires de crise. Donc voilà, c'est un travail que je commence tout juste, donc peut-être un prochain bouquin dans quelques années. Mais sinon, je voulais, vous remercier, bah, toutes et tous, hein, pour vos nombreuses questions et pour votre intérêt voilà, pour ce livre et pour mon travail. J'étais ravi de faire cette conférence. Merci. Et puis, vous êtes venu en descendant de l'avion. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et il y a beaucoup de remerciements des personnes qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup. Et puis, on vous attend pour pour le prochain livre. Avec plaisir, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.